d'avoir patienté. On a choisi un sujet un peu large qui permettra peut-être de réajuster en fonction des questions, puisque l'influence de la France dans le monde, c'est un angle assez vaste qui recoupe pas mal de sujets. On est en plein dans l'actualité, puisque je suppose que vous avez suivi minute par minute le voyage du président Emmanuel Macron à New York. Vous étiez suspendu à Twitter, surveiller les mouvements de la bourse de New York. Bon, je dois à la vérité de dire qu'il a été très bien. Si, ça lui arrive. Il a fait un discours remarquable à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez peut-être eu quelques échos. Et il a été très longuement applaudi à plusieurs reprises. Et faut dire qu'il intervenait après Donald Trump. Bon, on aurait mis, il interviendrait après une vache, c'était pareil, hein, mais bon. Mais il faut reconnaître qu'il a défendu avec brio et beaucoup d'énergie le multilatéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut qu'on règle pacifiquement les différends, qu'il faut qu'on ait des institutions, des procédures, des traités qui permettent d'organiser la société internationale. Et que ce principe est d'autant plus nécessaire qu'on traverse une période, ça ne vous a pas échappé, de très grande recomposition géopolitique, avec des puissances qui déclinent, des puissances qui montent, des conflits régionaux de plus en plus intenses, avec bien sûr le symbole de la Syrie. Et puis on a évidemment toujours la peur du grand conflit, qui pour l'instant a été évité depuis 1945. Mais on sent bien qu'il y a certains, notamment aux États-Unis, pas forcément Donald Trump lui-même, qui aimeraient bien qu'on aille taper sur les Russes directement, qui pour l'instant se contentent de cibles de second choix, comme l'Iran, même si un conflit avec l'Iran aurait des conséquences incalculables. Donc dans cette géopolitique en pleine recomposition, la France fait entendre sa voix. Et Emmanuel Macron, à ce titre, est dans une certaine tradition. Tous les présidents français, peut-être même avant 1945, sont sur cette idée qu'il faut que la France utilise son influence pour défendre le multilatéralisme et défendre le droit international. Alors ce qui est nouveau, et sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous, c'est que ce discours sur le multilatéralisme, ce discours d'une France bienveillante qui serait un peu un honnête courtier entre les grandes puissances pour maintenir la paix dans le monde, et bien ce discours intervient alors que la France est dans une situation d'affaiblissement. Tout le monde s'en fiche à chaque fois que je dis ça, mais je le répète à qui veut l'entendre. On a quand même perdu 2 places au G7 en quelques années. G5, on était 5e, 6e, 7e. Ça veut dire que bientôt on va sortir du G7 concrètement. Vous voyez ? Bon. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, mais il me semble que ça devrait nous inciter à réfléchir. Donc ce discours de la France, qui veut mettre son influence au service de la paix dans le monde, et coïncide avec des éléments réels, tangibles, de perte d'influence. Et là où je voudrais aller un peu plus loin avec vous, c'est qu'il y a dans cette perte d'influence des éléments réels, concrets, genre l'affaiblissement économique, mais il y a à mon avis aussi des éléments idéologiques. Des éléments idéologiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe dirigeante française qui a intérêt à ce que l'influence de la France diminue. Parce qu'elle a choisi de se ranger vers d'autres influences qui sont à l'extérieur du pays. Et si vous écoutez, quand il arrive parfois aux médias d'organiser des débats, c'est très rare qu'il y ait des débats, notamment à la télévision, vous sentez ces 2 discours entre des experts et des hommes politiques qui disent « mais la France peut retrouver sa force ». Alors il y en a qui brandissent De Gaulle, d'autres le gaullo-mitterrandisme, certains sortent Bonaparte et Louis XIV, enfin bon, on va bientôt remonter à Charlemagne. Et puis d'autres qui disent « non, profil bas, c'est plus comme dans le temps », y compris des gaullistes historiques. J'entendais une fois Dominique de Villepin dire que le général de Gaulle serait d'accord avec la réintégration de la France dans le commandement militaire de l'Alliance Atlantique.
Bon, je ne sais pas où Villepin a lu ça, dans le mar de café, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est une certaine conception de l'héritage du général. On sera peut-être tous d'accord pour dire qu'il faut mieux ne pas faire voter les morts. Hein, le général de Gaulle n'a pas besoin qu'on parle à sa place. Il a laissé beaucoup d'écrits qu'on a intérêt à relire d'ailleurs. Donc, si on essaie de faire le départ entre ces éléments objectifs et plus subjectifs de l'influence française, on peut déjà avancer quelques points. La France reste, ne serait-ce que... Je reviens de New York, donc ça se voit. Hein, la France reste institutionnellement une grande puissance. À New York, ça se voit, les membres permanents ou permanentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la Chine, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'elle dispose du fameux droit de veto qui lui permet de faire valoir ses intérêts. Alors, bon, les diplomates français ne disent pas que nous faisons valoir nos intérêts, ils disent que nous parlons pour ceux qui n'ont pas de voix et que nous mettons notre pouvoir, notamment pour ces pauvres Africains qui ne savent pas se défendre tout seuls. Donc voilà, on rechigne, c'est peut-être un signe d'ailleurs, à dire que les diplomates français rechignent à dire qu'ils défendent les intérêts de la France. Ça n'arrête pas Donald Trump, ça n'arrête pas Vladimir Poutine, ça n'arrête pas Angela Merkel, enfin, ça a l'air d'embêter les diplomates. Donc on a des signes institutionnels de puissance de la France. Qui sont encouragés par des événements conjoncturels comme la présidence de Trump qui sert de repoussoir facile, on l'a dit tout à l'heure. La France est toujours membre du G7 malgré les manœuvres de ses dirigeants qui lui font perdre des places régulièrement. Elle est présente sur tous les continents. Je crois qu'on est les seuls avec les Américains à être diplomatiquement, militairement présent sur l'ensemble des continents, avec le premier réseau d'ambassades derrière les États-Unis. Il y a des ambassades françaises quasiment partout. On est extrêmement présent en Afrique, avec bon, ça sera une conférence en soi, hein, des bases militaires permanentes qui fait qu'on assure des missions de maintien de la paix au nom des Nations Unies en permanence, au Mali, en Centrafrique, etc. On a alors encore une très bonne réputation à l'étranger. Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup pour mon métier, je le constate. Ça m'épate toujours parce qu'en France, on a plutôt tendance à raser les murs. Hein. Les Français, faut on culpabilise pour tout. On a plutôt tendance à vivre le dos baissé, faut qu'on s'adapte à la mondialisation, on est de mauvais entrepreneurs, les gens ne savent pas traverser la rue pour trouver du boulot. Enfin, bon, voilà. Donc on vit plutôt, on se fait modeste. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien qu'on parle de notre arrogance. À mon avis, ça remonte à plusieurs décennies, mais c'est fini. Donc on a à l'étranger une bonne réputation qui tient à plusieurs choses, à des choses culturelles. La gastronomie française, ça marche. Le luxe français, ça marche. Hein. Les grandes marques, mais c'est vrai. Hein. Moi, souvent, quand je voyage, je fais des conférences. Une des premières questions qu'on me pose, c'est mes habits, les marques que j'utilise. D'ailleurs, je m'habille que français parce que voilà, faut jouer le jeu. On entretient le mythe. Bon, donc ça marche encore. Et puis, n'en déplaise à certains, on a quand même toujours la réputation d'être le pays très politique qui a fait la révolution de 1789. Ça, nos dirigeants n'aiment pas qu'on rappelle ça, mais on a fait l'une des plus grandes révolutions politiques et économiques de l'histoire, qui mériterait qu'on s'y replonge, parce qu'elle est très riche d'enseignements. Elle est souvent honteusement caricaturée. On nous rappelle que la violence, mais en fait, c'est une révolution qui a inventé les droits de l'homme et du citoyen, le suffrage universel, le revenu minimum, tout un tas de choses. Et à l'étranger, on s'en souvient. J'ai fait une conférence à Singapour il y a une petite dizaine d'années, à l'une des universités de Singapour. Et l'une des premières questions qu'on m'a posées, c'est quel était l'état de la recherche sur la Révolution française. Alors, évidemment, j'avais que François Furet sous la main, donc ça n'allait pas très loin. Donc, bon, à l'étranger, donc, il y a toujours ce prestige de la Révolution française. Je le dis parce qu'en France, on n'entretient pas cette flamme. Hein, et vous vous souvenez, puisqu'en ce moment, on commémore
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les grands traités, vous vous souvenez que les opposants à Boris Eltsine avaient fait jouer la Marseillaise sur la place Rouge. Place Tiananmen, ils ont fait jouer la Marseillaise aussi. C'est un chant révolutionnaire. Bon, voilà. Donc, je vous plante le décor, après on discutera, parce que je ne sais pas exactement ce qui vous préoccupe. Comme vous l'avez compris, je peux parler pendant des heures sans m'arrêter. Je donne des éléments, puis après, avec les questions, on réorientera le débat en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, on a des éléments objectifs de puissance qui ne sont pas à négliger. Alors, on a aussi des éléments objectifs de déclin, qui tiennent à notre situation économique, puisque on a parlé du rang de la France dans les puissances mondiales. Il y a toute la question de la dette. Alors ça, c'est une conférence en soi. Tu l'as peut-être déjà faite, Dany. Là, vous avez deux discours sur la dette. Tout le monde est d'accord pour dire que la dette est un fardeau, on est tous d'accord là-dessus, mais vous avez deux discours. Certains disent que cette dette fardeau doit nous conduire à nous adapter encore plus à la mondialisation libérale. En rentrant dans l'austérité, on ferme les services publics, on lourde les fonctionnaires, et on est dans la théorie du ruissellement, c'est-à-dire on donne encore plus aux riches pour qu'ils entraînent toute l'économie derrière eux. Ça, c'est jamais produit nulle part, mais c'est pourtant ce qu'on nous prône. Et puis, il y a ceux dont je fais partie, par transparence, je vous le dis, qui pensent que cette dette est en grande partie une construction due aux erreurs et aux fautes de choix politiques de nos dirigeants, qui construisent eux-mêmes une dette qui leur sert d'argument politique pour tuer l'État-providence, la sécurité sociale et les services publics. Bon, mais en tout cas, on a ce poids qui fait que nos amis allemands disent les Français, vous voyagez en première classe avec un billet de seconde. Ce qui est vrai qu'on a toujours officiellement le statut de la puissance, mais on n'en a plus les moyens. C'est pour ça que la plupart des réunions qui ont lieu en ce moment à New York, autour de l'Assemblée générale de l'ONU, la France dit non, on veut bien aller rétablir la paix en Centrafrique ou au Mali, mais il faut payer. Parce que nous, on n'a plus un rond. On demande de l'argent aux Allemands, on demande de l'argent à l'Union européenne pour financer notre armée. Notre armée, si vous écoutez le général Desportes, le général Vincent Desportes, un général à la retraite, qui a été mis à la retraite anticipée parce qu'il avait la tendance à trop l'ouvrir, il explique que l'armée française, qui est une armée de très grande qualité, travaille à flux tendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de renouveler constamment les capacités. Et des opérations comme celles qu'on a menées au Mali, Serval ou en Centrafrique, Sangaris, on ne pourrait pas, si ça se reproduisait maintenant, on ne pourrait pas, on n'aurait pas les moyens. Donc il y a un problème. Le président Macron a annoncé une augmentation du budget de l'armée. Il faudrait voir ce que ça signifie, parce que le budget militaire, c'est très important. Enfin, ça va en France du nucléaire jusqu'au matériel, aux uniformes, etc. Donc des soucis financiers très importants qui sont liés, je le répète, à mon sens, à des choix de politique économique. Donc on pourra en faire d'autres et récupérer des marges de manœuvre. Il y a un affaiblissement aussi par la désindustrialisation, c'est-à-dire on est faible parce qu'on a privilégié les services, on a perdu beaucoup en industrie, résultat on est très dépendant des Chinois par exemple. L'une des raisons pour lesquelles on est tous à genoux devant les Chinois, c'est que si on se fâche avec eux, on n'a plus de réfrigérateur. On n'a plus de télévision, on n'a plus de téléphone. Si on se fâche avec les Coréens, on n'a plus de téléphone, parce qu'on leur a tout, je caricature un peu, mais c'est comme ça que ça se pose, et Donald Trump, qui est loin d'être dingue, l'a parfaitement compris. Quand il met des taxes, c'est justement pour provoquer une réindustrialisation dans les secteurs clés, notamment la technologie, tout ce qui est communication, téléphone, etc. Au-delà du fait que ça donne du boulot aux Américains, c'est quand même pas négligeable, ce sont des secteurs stratégiques pour l'indépendance. Nous, on a fait d'autres choix depuis, ça remonte au moins à François Mitterrand, dont, à mon sens, les deux présidences ont été un désastre pour la France. Désastre sur le plan économique parce qu'il nous a convertis à l'Europe ultralibérale, avec une phrase extraordinaire, il a dit à Chevènement, aujourd'hui on ne peut pas faire ce qu'on veut, tout ce qu'on peut faire au mieux c'est passer entre les gouttes. Voilà François Mitterrand. Donc il nous a convertis à l'Europe libérale. Là je suis volontairement très lourde et sans nuance sur Mitterrand, parce que je pense que c'est l'une des boîtes noires que la France doit absolument ouvrir si elle veut se retomber sur ses pattes.
le droit d'inventaire que Jospin avait annoncé qu'il n'a jamais fait. C'est pour ça qu'il a perdu en 2002. Il faut absolument qu'on le fasse. Donc c'est un tournant, les 2 présidences de Mitterrand sont un tournant parce que conversion au libéralisme, conversion qui a été faite au nom de la gauche, et avec cette conséquence, c'est que la gauche est plongée dans un coma politique profond depuis cette période-là. On n'arrive pas à refonder la gauche parce que la plupart de ceux qui veulent la refonder ont un portrait de François Mitterrand dans leur bureau. Voilà. Et donc, à mon avis, ça tournera court, mais c'est un autre sujet. Donc, en tout cas, la France, à rebours d'une tradition qui remonte au moins à Colbert, je réactive l'imaginaire collectif, qui, vous vous souvenez, Colbert, l'idée qu'il faut avoir l'autonomie, vendre plus qu'on achète à l'étranger, enfin des trucs un peu bêtes, mais bon, qui construisent une indépendance. On s'est beaucoup moqué de Louis XIV. On avait raison, avec ses rubans, hein, vous savez, sur les tableaux, on le voit avec ses tenues de dentelle et de ruban. Bah, c'est pourquoi il faisait ça, pas par goût, mais parce que ça donnait du boulot aux dentelières du nord de la France. Il a lancé la mode des rubans et des dentelles pour que tous les nobles qu'il suivait comme un troupeau de gnous se lancent eux aussi dans ce type d'habillement et encouragent l'industrie textile en France. Donc voilà. Donc depuis les années 1980, les leaders, les dirigeants français ont abandonné cette stratégie de défense de la France avec des discours extrêmement défaitistes. La phrase de Mitterrand, le seul choix qu'on a, c'est passer entre les gouttes, est extrêmement significative. Mais il y a eu plusieurs variantes. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, à peine élu en 2007, prend l'avion pour aller demander à Angela Merkel l'autorisation de prendre je ne sais plus quel plan économique. C'était quelques temps avant la grande crise économique. Elle l'a envoyé promener, vous vous souvenez. Tous nos présidents, et tout le monde trouve ça normal, hein, moi je trouve ça merveilleux, à peine élus, ils prennent l'avion, mais dans le soir même. Hein. Ils n'attendent pas le lendemain. Ils vont à Berlin. Bon, moi, j'aime bien les Allemands. Hein, ma famille est germanophile. Mais du point de vue de la psychologie, enfin, je sais pas, moi, si j'étais élue présidente de la République, j'aimerais bien d'ailleurs, hein, je glisse un message, ou disons que présidente du gouvernement provisoire de la République française après la Révolution, la première chose que je ferais, ce serait de descendre ici à Aix pour organiser depuis les provinces, parce que Paris c'est foutu, hein, c'est plus que des bourgeois de droite réactionnaires, pour prendre les mesures qui s'imposent, mais j'irai pas à Berlin. Non, je plaisante un peu parce que je suis fatiguée, là je suis en plein, mais puis aussi parce que vous avez attendu, donc je me dis il faut animer un peu tout ça. C'est assez révélateur du fait que pour la classe dirigeante française, la solution elle est à l'étranger. Elle est à l'extérieur, elle n'est pas en France. Et il regarde. Alors, on avait des présidents américanophiles. Souvenons-nous, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a beaucoup fait rire. Lui, à peine élu, il remerciait en anglais l'ambassadeur des États-Unis. Bon, c'était une autre époque, c'était la guerre froide. Tu te souviens pas, Dany ? VGE, je sais qu'il nous écoute. Non, il n'est pas mort, hein, je vous rassure. Et alors, avec la construction européenne, ça a été le prisme allemand. Donc, on a des dirigeants qui ne croient plus à la France et qui, du coup, rentrent dans la spirale de la perte d'influence. Alors, on a une présidence particulière dans cette période-là, c'est celle de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est à mon avis, je vous parle franchement, c'est peut-être le dernier président français qu'on ait eu. Les autres, je ne sais pas d'où ils sortent. À mon avis, ils n'ont pas été élevés en France. Je ne sais pas où, mais en tout cas, pas chez nous, puisqu'ils ne connaissent pas la France. Emmanuel Macron est très symbolique de ça, il ne connaît pas la France, et en plus, ça ne l'intéresse pas. Dès qu'il peut, il parle anglais. Et quand il parle de la France à l'étranger, c'est pour en dire du mal. Hein, bon, c'est quand même très curieux. Et son rêve, en fait, si vous résumez la politique de Macron, c'est transformer la France en Royaume-Uni, à l'époque de Margaret Thatcher. C'est-à-dire une démocratie libérale où il n'y a plus de services publics, où tout est laissé à l'auto-organisation de la société civile. Les services publics sont remplacés par la charité. C'est plus l'État qui protège, c'est les marchés qui s'auto-organisent avec des associations bienveillantes, souvent caritatives. Voilà. Le modèle d'Emmanuel Macron, c'est l'Angleterre, quoi. C'est l'Angleterre qui a 20 ans, c'est pas l'Angleterre de Jérémy Corbyn. Hein. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais ça m'a fait plaisir. Ah si, voilà, Jacques Chirac. Jacques Chirac, souvenez-vous, 2003, ce grand moment quand même de l'histoire de France, récente, il n'y en a pas eu beaucoup des moments de fierté nationale. Il y a eu 98, la Coupe de foot, de 2018, la deuxième, et 2003, lorsque le président Jacques Chirac a mis son veto
à la guerre que le regretté George W. Bush voulait lancer contre l'Irak. Vous vous souvenez de cette affaire, les armes de destruction massive qui n'existaient pas, la fiole de Colin Powell, qu'est-ce qui nous a fait rire, c'était ridicule tout ça. Donc George Bush voulait, en violation du droit international, attaquer l'Irak. Il y avait des histoires de pétrole et tout ça. Et alors, personne ne s'attendait à ça, parce qu'on était quand même habitué à des présidents français qui rasaient les murs. Et là, moi je m'en souviendrai toute ma vie, Jacques Chirac a dit à la télévision: si les Américains veulent partir à la guerre, la France ne l'acceptera pas. Alors en langage diplomatique, ça veut dire qu'on est vraiment fâché. La France ne l'acceptera pas. Et il a mis le fameux veto, dont on ne se servait quasiment pas, ce qui, non seulement a sauvé les Nations Unies, parce que si les Nations Unies étaient allées faire cette guerre d'Irak dont on continue de payer les conséquences aujourd'hui, on a quand même ramené l'Irak à l'âge de pierre, et propager des terroristes genre Daesh. Daesh, en grande partie, c'est des anciens de l'armée irakienne de Saddam Hussein. Tout ça est une création des Occidentaux. Et je ne vous parle pas de la Libye. Donc Jacques Chirac s'est souvenu qu'il était français. Voilà, ça c'est Chirac, on ne sait pas, le salon de l'agriculture, tout ça, la tête de veau. Bon, voilà. Et donc il fait ce geste incroyable. Non, mais le monde entier était derrière nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des manifestations. Merci la France, thank you, gracias. Enfin, on était les rois du pétrole, Dankeschön, puisqu'on était avec les Allemands à ce moment-là. Alors, le problème, c'est que notre ami Jacques Chirac, à peine son geste historique fait, eh bien, il a pris peur. Il a pris peur. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut dire que George W., qui était un type très subtil, si vous vous souvenez, il a fait téléphoner à Paris par tout ce qu'il pouvait. Il a fait jouer le MEDEF aussi, en disant vous allez le payer et vous allez le payer très cher. On va vous couper les crédits. Vous vous souvenez qu'ils boycottaient nos frites ? Parce qu'en anglais, ça se dit French fries. Donc ils ne mangeaient plus de frites. Enfin, les Américains, on les aime beaucoup, mais par moments... Voilà, bref. Mais plus grave, W a dit c'est nous qui serons les méchants. Non, on sera les gentils. C'est nous qui mettrons la main sur tous les contrats de reconstruction de l'Irak. Et aucune entreprise française n'ira. Alors notre Jacques Chirac national a commencé à prendre peur. Il recevait des coups de fil tous les matins de Lelouch, des gens du MEDEF. C'était peut-être Célière encore à l'époque. Tu as des nouvelles de Célière en fait nous... Ouais, tu nous diras, hein, parce que... On leur a proposé justement une conférence sur la dette et ils refusent. Débat contradictoire. Bien sûr. Non, mais il faudra le baron, faut qu'il vienne. Donc notre président a eu peur et donc il a, à partir de là, essayé de donner des gages aux Américains. Il a essayé de donner des gages aux Américains. Donc on a voté a posteriori à l'ONU la légalisation de l'occupation de l'Irak, malgré les protestations de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et on a, à partir de là, tout le temps donné des gages. Et ça coïncide aussi avec, ça mériterait des développements plus longs, avec un renouvellement des générations au Quai d'Orsay. C'est-à-dire, le temps passe. Et au Quai d'Orsay, la génération qui avait connu De Gaulle, Giscard, commence à arriver à la retraite. Et elle est remplacée par des gens qui, je regrette de le dire, sont de ma génération. C'est-à-dire, je sais, je ne fais pas mon âge, mais j'ai quand même... j'ai quand même 50 ans. Bon, là, vous devriez dire, vous ne les faites pas. Ok. Non, mais je sais, en plus, j'ai la jet lag, tout ça. Donc, c'est des gens qui ont été élevés par Giscard et Mitterrand. Donc, ils ne savent pas là, ce que c'est que la France. Moi, tout ce que c'est de la France, je l'ai appris à l'extérieur de l'école. Parce qu'on a été élevé donc avec ce regard tourné vers l'étranger. Et c'est malheureusement ma génération qui est en train de prendre le pouvoir dans les administrations. Alors elle n'est pas complètement homogène, mais en tout cas, ok, c'est des gens qui sont quand même très Georges Bushiens, dans le sens où ils croient aux guerres morales. Ils croient aux bons... Ils ont des visions extrêmement binaires. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Quelqu'un qui est très représentatif de ça, c'est la génération d'avant, c'est Laurent Fabius, qui a été malheureusement ministre des Affaires étrangères de la France, et qui était très dans le discours des guerres contre les méchants, que nous on était les gentils. Vous vous souvenez, il voulait aller bombarder Damas. Super idée. Heureusement, Barack Obama a empêché tout ça.
Si on avait bombardé Damas, on aurait aggravé la situation plus qu'autre chose. Parce que Laurent Fabius était très représentatif de cette génération qui dit Assad est un méchant. C'est vrai, c'est un méchant, c'est un criminel de guerre, tout ce que vous voulez. Mais sur la scène internationale, malheureusement, on est obligé de se coltiner des canailles. Si on commence à dézinguer tous ceux qui nous plaisent pas, on n'en finira pas. Puis il y a des gens qui finiront par trouver que nous, on leur plaît pas non plus, puis nous attaqueront. Donc ça n'en finit pas. Donc on a un discours, Rodi Broman décrit ça très bien dans son dernier bouquin, Info ou Intox, Réflexion sur les guerres humanitaires. Donc il y a une évolution au Quai d'Orsay très donc manichéenne, binaire, qui fait qu'on ne pense plus la politique étrangère. Et c'est des gens qui sont convaincus que l'avenir, c'est les États-Unis, même encore maintenant avec Trump. Et au mieux, une hypothétique défense européenne que personne ne voit jamais, qui ne pourra jamais advenir d'ailleurs. On y reviendra si vous voulez. Et la France, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas non plus. Et donc, ces gens-là qu'on retrouve un peu partout, le Quai d'Orsay c'est symbolique, on les retrouve dans la défense, tous les ministères sont concernés. Ces gens-là, ils considèrent que la France, c'est du passé et qu'il faut qu'on s'adapte. Et notamment qu'on s'adapte à la mondialisation. Il faut que je m'approche peut-être de la fin. Alors, le discours... parfait. Le discours s'adapter à la mondialisation, moi je trouve ça stupide. Parce que la mondialisation, c'est pas un truc comme ça. Contrairement à ce qu'on nous raconte, la mondialisation n'est pas un phénomène naturel. C'est un phénomène idéologique qui a été construit depuis une quarantaine d'années pour organiser la mondialisation des échanges. Nous faire croire que c'est un phénomène naturel auquel on pourrait s'adapter de manière neutre, sans remettre en cause son identité, sans remettre en cause les acquis sociaux, c'est un leurre, c'est un mensonge total. La mondialisation, c'est un projet idéologique qui porte la mondialisation des échanges, le développement du capitalisme, aurait-on dit dans le temps, quand il y avait encore des économistes marxistes. Et donc l'idée de s'adapter à la mondialisation, ça veut dire s'adapter à ça. Donc à mon avis, c'est déjà un peu idiot, même complètement idiot, mais c'est encore plus idiot en 2018. Pourquoi ? Parce que la mondialisation est remise en cause partout en ce moment. On critique beaucoup Donald Trump. C'est vrai qu'il est baroque, le gars. Il est un peu bizarre. Mais il incarne très bien cette remise en cause de la mondialisation. C'est-à-dire son discours aux Nations Unies hier, c'est de dire à bas la globalisation, à bas la mondialisation, vive le patriotisme économique. Ce qu'en d'autres temps disaient Colbert ou Dominique de Villepin ou Arnaud Montebourg, qui ne sont pas des allumés de la tête, je ne crois pas du moins. Donc tout en étant bringue-zingue, Donald Trump incarne un mouvement qui est général de remise en cause de la mondialisation économique. Et tous les pays qui montent en ce moment sont des pays qui violent les règles de la mondialisation libérale. La Chine, la Russie, les pays asiatiques comme la Corée, etc. Ils mettent des droits de douane, par exemple, ils font de l'interventionnisme public, ils subventionnent les exportations. Les derniers sur la planète à croire à ce truc-là, c'est les Européens. La France en tête, première de la classe. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer mon propos. Les traités européens, notamment celui de Maastricht en 1992, ont inscrit noir sur blanc qu'on devait suivre le modèle économique libre-échangiste et libéral. Donc c'est obligatoire pour tous les pays maintenant. Donc l'Europe est à rebours des évolutions du reste du monde, puisqu'elle s'accroche à un modèle qui remonte aux années 90, qui est remis en cause partout et qui ne marche pas. Ceux qui réussissent font autre chose. Alors pour la France, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique pour tout le monde. Mais pour la France, c'est particulièrement dramatique parce que depuis Mitterrand, on a substitué une politique d'indépendance nationale qui nous venait au moins du général de Gaulle. On lui a... Attends, je suis perdu dans ma phrase. On a substitué à cette politique d'indépendance nationale une politique d'intégration européenne. C'est-à-dire tous les dirigeants français de droite comme de gauche, quand on leur pose une question, ils disent « la réponse est européenne ». Oui, non, mais là, ça ne va pas, mais on va prendre une décision à Bruxelles, il faut une coopération européenne, on va faire une défense européenne, on va faire une politique étrangère européenne, on va résoudre le problème des migrants au niveau européen, on va faire une Europe sociale. Bon, ça fait 30 ans qu'on nous dit ça,
On ne le voit jamais venir. Et on ne le voit jamais venir, bien sûr, parce que dans le cas des traités actuels, ce n'est pas possible. Et alors, la France est en train de, comme diraient les informaticiens, est en train de bugger, parce qu'on a tout misé là-dessus depuis au moins 30 ans. On est rentré dans le discours, il faut être modeste, il faut raser les murs. On n'a plus les moyens de l'influence, on n'est plus le grand pays qu'on était avant. Moi, je trouve qu'on est toujours le grand pays qu'on était avant, mais autre sujet. Et donc, il faut qu'on trouve en Europe un prolongateur de puissance. C'est joli, hein ? L'Union européenne sera notre prolongateur de puissance. Et donc, les Français parlent depuis 30 ans de l'Europe puissance. Le problème, c'est qu'on est les seuls. Les Allemands nous ont suivis un petit moment quand ça les arrangeait, quand ils étaient divisés et petits. Mais maintenant qu'ils ont retrouvé leur puissance, d'ailleurs, peut-être que c'est eux qui vont siffler la fin de la récréation. Maintenant, ils commencent à prendre des politiques extrêmement autonomes, y compris en politique étrangère. Madame Merkel développe ses propres alliances avec Moscou, avec Washington. Et la France est la seule à continuer comme un disque rayé, à dire les solutions viendront de l'Europe, les solutions viendront de l'Europe. Des pays comme l'Allemagne construisent des solutions nationales. D'ailleurs, les traités européens sont faits à l'avantage de l'Allemagne. L'économie allemande est la seule bénéficiaire de l'Europe de Maastricht, pour faire court. Les Anglais ont fait le choix de partir. On a dit ils sont tarés, mais on pourrait très bien penser exactement le contraire. Ils ont peut-être tout compris. Peut-être que la solution, c'est partir. Alors là, je balance des trucs, on va discuter. Hein. Mais en tout cas, on sent bien, il y a des élections européennes l'année prochaine, qu'il faut absolument poser cette question-là. Parce que, à minima, le pari européen de la France est un échec. Et si on continue comme ça, comme disait Chevènement quand il était vivant, on mourra guéri. On mourra guéri, c'est-à-dire on aura respecté toutes les règles, mais on sera mort. Donc la question du projet national est posée aujourd'hui, et j'utilise les mots à dessein, parce que projet national, il y en a qui disent « l'extrême droite », mais des clous. De Gaulle parlait de projet national, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'Allemagne a un projet national, les Anglais ont un projet national, les Espagnols ont un projet national, les Américains ont un projet national, les Brésiliens, les Chinois, les Russes, pour que nous, on n'aurait pas un projet national. Voilà. Est posée aujourd'hui, cette question-là est posée aujourd'hui parce que les solutions qui sont formatées à l'international, ne marchent pas en général, mais en tout cas ne marchent pas pour nous. On voit bien que plus on s'enfonce dans les engagements européens, plus on y perd. Et tout est comme ça. Les services publics, si vous regardez, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans des services publics, la manière dont on oblige les gens des services publics à travailler comme des entreprises privées, le pire, et je vais essayer de m'arrêter là, le pire c'est la Poste. Maintenant ils nous font payer des trucs qui étaient gratuits. Je veux dire, le facteur qui venait vous porter le courrier, qui discutait avec vous, qui versait un verre d'eau à votre grand-mère, ça c'est fini, maintenant il faut payer. Ça s'appelait, il y avait le service public avant. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs l'une des beautés de la France, c'est qu'on avait ce réseau comme ça de solidarité. Et tout ça est détruit bêtement, à notre détriment, au détriment de nos populations. Alors que, je le répète, les autres pays sont en train, eux, de retrouver des trajectoires personnelles. Alors certains, ça tourne mal, hein, regardez les Hongrois. Je donnerai pas non plus, je parierai pas ma montre sur l'Allemagne, mais on pourra en discuter si vous voulez. Les Français, je trouve que les Français sont d'une patience rarissime, parce que vu la situation où on devrait tous être fachos. Je trouve qu'on résiste très bien. On pourra en reparler de ça, parce que je pense que si on résiste au fascisme, il y a des raisons à ça. Des raisons profondes, des raisons culturelles, qui viennent en particulier de la Révolution française. Donc, il faut encourager ces facteurs de résistance. C'est pour ça que, malgré un voyage un peu éprouvant, je suis très contente d'être là et de discuter avec vous, parce qu'il n'y a que ça de vrai en ce moment. Il faut qu'on se mette autour de table et qu'on discute et qu'on reconstruise l'intérêt général à partir du bas, à partir des provinces. Merci.
Merci beaucoup, Anne-Cécile. Alors, on va passer un petit moment ensemble jusqu'à... Oh, bah, on a 3/4 d'heure. Donc, c'est vous qui avez la parole. Est-ce qu'il y a un micro HF ou c'est un micro avec le fil? Donc, on utilise les micros ici? Ouais. Alors, Jocelyne? Oui, bon, on va s'organiser. Jocelyne, si tu veux bien passer le micro. Alors, si vous voulez prendre la parole, intervenir, poser une question, vous levez la main, on prend une question à la tribune ou 3 questions? Non, c'est toi qui décides. Plusieurs questions? Ouais. Donc, on va faire des séquences de 3 questions. Donc, essayez de vous grouper géographiquement, ça fera moins de boulot à Jocelyne comme ça pour passer le micro. Oh, ben, je pense qu'il y a une belle longueur de fil. Sinon, vous vous approchez si le fil n'est pas suffisant. Il est assez long, hein? Ouais. Voilà. Eh bien, c'est vous qui avez la parole. Donc, si vous voulez intervenir, vous levez la main, je vous inscris, puis après, je distribue. Voilà. Oui, bonjour et merci. Personnellement, je partage pratiquement la totalité de vos analyses. Mon problème porte sur les solutions, c'est-à-dire que c'est très pessimiste. Face à la mondialisation, tout ce que, alors je ne dis pas vous, hein, mais tout ce qui est proposé actuellement, c'est effectivement un nationalisme exacerbé et une concurrence qui, à mon sens, ne peut conduire qu'à des conflits, quoi, voilà. Et donc je pense que, alors il y a une formule, il faut réenchanter le monde. Je crois que nous avons besoin de perspectives et de solutions. Et si vous pouviez nous esquisser quelques pistes, personnellement, ça me ferait plaisir. Merci pour votre intervention. Ce qu'on va faire, on va prendre les 4 questions. Donc, vous, monsieur, bien sûr, après Michel, et puis derrière Michel. Donc, ma question porte sur la présence donc, de la France dans l'OTAN. Est-ce que vous pensez qu'il faut en sortir maintenant? Voilà. Et aussi, bon, je peux poser plusieurs questions. Pardon, oui. Et donc aussi par rapport à la défense nucléaire, enfin, est-ce que c'est à maintenir, parce que moi je serais plutôt à tendance à vouloir s'en sortir, voilà. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui à titre d'influence sur le monde? Et dans le cadre du traité qui a été adopté à l'ONU. Merci. Moi, j'étais surpris et un peu choqué par ce que vous avez dit sur le projet européen. D'ailleurs, vous n'avez pas parlé du projet européen. Vous avez parlé des projets nationaux. Vous n'avez pas parlé du tout de l'Europe, finalement, vu sous cet angle-là. Alors, moi, je crois que c'est un problème de génération aussi. Bon, vous êtes peut-être de la génération des 50 ans, mais moi, je pense, parce que c'est très important, à la génération des 20 et 30 ans. Et ils ont vécu Erasmus, etc. Et je pense qu'ils ont une autre vision plus européenne que nous pouvions avoir. Donc je ne partage pas votre avis, même si je partage celui que nos générations n'ont pas su réussir le projet européen. Mais ils ont fait quand même pas mal de choses. Derrière toi. Merci. Alors moi j'aimerais poser une question par rapport à la place de la France dans le monde. Vous avez mentionné que la France avait perdu des places... Pardon. Vous avez mentionné que la France avait perdu des places dans le G7, etc., au profit d'autres puissances émergentes telles que l'Inde ou la Chine. Ne pensez-vous pas que dans le monde actuel et avec l'émergence d'autres puissances, la France ne perdrait pas à terme sa place? Et comment ferait-elle pour garder la puissance et la place qu'elle possède encore aujourd'hui? Alors que des questions simples qu'on peut répondre par oui ou par non, auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Non, beaucoup de
beaucoup de sujets, je ne sais pas par quel bout le prendre. Peut-être j'allais dire le plus anecdote, enfin je sais pas. Moi je suis pas, la question sur le nucléaire, moi je suis pas fanat des bombes nucléaires. J'ai revu pas très longtemps un documentaire sur Hiroshima. Voilà. C'est étonnant d'ailleurs qu'on n'embête pas beaucoup les Américains avec ça, hein. Je veux dire, il y a de la repentance partout. Eux, ils ont quand même commis un crime de guerre sans nom, parfaitement inutile. Par ailleurs, si toutefois il y a des crimes de guerre utiles, mais enfin bon. Et on les embête pas du tout, hein. Et on ne présente pas d'excuses, enfin bon, bref. Mais bon, d'une manière très pragmatique, je pense que dans le monde extrêmement instable où nous vivons, se débarrasser unilatéralement de l'outil nucléaire serait extrêmement dangereux. Mais en même temps, comme dirait notre président, la France est un peu hypocrite, parce que par exemple, on faisait allusion au traité qui a été signé à l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires. La France est un peu hypocrite parce qu'elle dit on garde notre outil nucléaire pour nous protéger, mais elle ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne le désarmement nucléaire. Dans les traités de non-prolifération, notamment le traité de 1968, il y a effectivement l'interdiction faite aux autres pays de se doter de la bombe, d'où les problèmes avec la Corée du Nord et l'Iran, mais il y a aussi obligation aux pays qui détiennent l'arme nucléaire d'organiser la désescalade. Et c'est là que la France ne fait peut-être pas tout ce qu'elle devrait faire pour organiser une désescalade collective. La réintégration de la France dans le commandement militaire de l'OTAN est une bêtise sans nom. C'est pas au moment où une organisation est contestée qu'on la rejoint, et c'est pas au moment où l'Occident est contesté qu'on se colle à lui. L'intérêt de la politique qui avait été menée depuis le général de Gaulle, vous vous souvenez, le général de Gaulle, tout en nous maintenant dans l'Alliance Atlantique, nous avait fait quitter le commandement militaire pour qu'on puisse avoir notre indépendance stratégique. L'intelligence de Gaulle, c'était que la France puisse avoir une petite voie, la fameuse troisième voie entre les Russes et les Américains. Et ça passait par une autonomie stratégique et militaire. Donc au moment où les alliances se recomposent avec les Russes, les Chinois, se perdre cet argument d'indépendance en se collant à une alliance contestée derrière une puissance contestée des États-Unis, c'est idiot. C'est bête, c'est de l'idéologie à courte vue. On a au contraire tout intérêt à continuer à jouer notre indépendance, à faire entendre notre petite musique. Et rester en dehors du commandement militaire était un outil pour ça. On peut très bien quitter le commandement militaire, on peut faire le chemin à l'envers, hein. On est rentré, on est sorti, on est re-rentré, on peut très bien ressortir. Ça, c'est des décisions politiques. Il suffit de les assumer, c'est tout. Ah, mais le problème, c'est peut-être qu'on a des dirigeants qui n'assument pas les décisions politiques un peu fortes, hein. Sur le projet européen, moi, je fais partie d'une génération très européenne. C'est-à-dire, quand j'avais 18 ans, je m'étais fait un t-shirt, il y avait marqué « Nationalité européenne ». J'y croyais à fond, parce que j'écoutais Mitterrand. J'y croyais à fond. C'est quand j'ai commencé, parce que je suis docteur en droit européen, quand j'ai commencé à mettre le nez dans les traités, là, j'ai pris peur. Parce que j'étais obligée de tout lire, hein, pour passer ma thèse de droit européen. Vous auriez dû m'applaudir là, parce que lire des textes de droit européen, c'est quand même, ça relève des traitements inhumains et dégradants condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais bon, là, voilà, merci beaucoup. Là, non, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qu'on constate ? Ça va rejoindre aussi la question de la dame à la fin sur la puissance, la question de la puissance économique. Les traités européens sont imbibés d'économie. Quand je dis imbibé, c'est imbibé. C'est-à-dire 90% des traités européens concernent le marché commun. Mais 90% du discours qu'on entend, c'est l'Europe, c'est la paix, l'Europe va construire un espace de liberté et de justice, l'Europe, c'est la lutte contre le totalitarisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un très grand contraste entre l'Europe réelle, comme on parlait du communisme réel dans le temps, il y a un très grand contraste entre l'Europe réelle, qui est une Europe économique et ultralibérale, et l'Europe des discours
qui est une Europe des grandes idées, des grands idéaux. Et en général, si vous regardez, on nous vend, entre guillemets, l'Europe, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle pourrait être. Donc à chaque fois, on signe des chèques en blanc. Ça fait 30 ans, par exemple, qu'on nous promet l'Europe sociale, elle ne vient jamais. Alors, une fois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce constat aujourd'hui, hein, que les traités européens sont imbibés d'économie, mais vous avez trois attitudes possibles. Ceux qui trouvent ça très bien, genre Emmanuel Macron, lui, il trouve que c'est super, puisque avec le ruissellement, encore un petit effort, et les bienfaits de l'Europe économique vont retomber sur tout le monde et on va tous vivre dans un paradis terrestre. Bon, c'est évidemment pas ce que je pense. Après, vous avez ceux qui disent c'est pas bien, et là, parmi ceux qui disent c'est pas bien, il y a deux tendances. Ceux qui disent on peut réorienter la construction européenne, c'est-à-dire la construction européenne c'était bien au départ, mais il y a eu un mauvais tournant dans les années ultralibérales, les années 1980, l'époque Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Donc il faut réorienter la construction européenne dans un autre sens, avec de nouveaux traités, par exemple, c'est tous ceux qui veulent faire de nouveaux traités. Et puis vous avez ceux qui disent non, non, le ver était dans le fruit, la construction européenne est intrinsèquement économique, on ne pourra pas faire autrement, il faut rebâtir autre chose, et qui vont par exemple proposer de sortir de l'Union européenne et de rebâtir d'autres alliances. Et dans ceux-là, vous avez deux tendances. Ceux qui veulent sortir façon extrême droite, genre on va faire une forteresse, on va rétablir les frontières nationales et puis on va canarder tous ceux qui arrivent. Et puis ceux qui veulent sortir en renouant d'autres alliances, des internationalistes si vous voulez, hein, qui disent il n'y a pas que cette Europe-là, on peut nouer d'autres alliances avec la Méditerranée, avec l'Amérique latine, etc. Hein. Donc suivant ce que vous pensez, que le ver était dans le fruit ou qu'il y a eu un virage, vous avez une appréciation différente de ce qu'il faut faire sur l'Europe. Hein. Moi, je fais partie des gens, pour être tout à fait transparente, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et c'est heureux, qui pensent que le ver était dans le fruit. Que le truc est intrinsèquement ultralibéral et qu'il faut prendre des mesures radicales. Hein. Après, moi, je suis... mon garde-fou, c'est Jean Jaurès. Je suis vraiment jaurésienne. C'est-à-dire, je crois à l'internationalisme ouvrier, je crois à l'internationalisme républicain. Jean Jaurès est un très grand républicain. Et donc, je pense qu'on pourrait faire d'autres choses. Alors, du point de vue économique, la question est extrêmement... toutes les questions étaient intéressantes, d'ailleurs. Mais celle-là, elle est intéressante parce qu'elle pose une question poil à gratter également. C'est de dire, est-ce qu'on doit courir après la puissance, comme ça, économique? Est-ce qu'on doit se battre pour rester dans le G7 et si oui, à quel prix? Alors ça, c'est des débats, il y a des conférences entières. Ce que je pense, parce que ça serait vraiment une autre conférence, ce que je pense, c'est que la France a les moyens, malgré la montée en puissance de pays comme la Chine, qui le font quand même avec un très fort coût social et environnemental, la France a les moyens de retrouver, parce qu'on en a, comme dirait Jean de Glignasti, je te le recommande comme intervenant, Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, il dit on en a encore sous le pied. La France a de quoi se défendre. On pourrait rebâtir une puissance économique en réindustrialisant. C'est ce que voulait faire Montebourg, hein, avec le patriotisme économique, acheter français, etc. On pourrait retrouver et rester dans le cercle restreint des 7 puissances. Après, moi, je suis d'accord, il faut avoir... Hein, Dany avait la gentillesse de rappeler le livre que j'ai écrit il y a quelques années, L'Afrique au secours de l'Occident. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut regarder un petit peu ailleurs, hein, qu'il n'y a pas que la croissance, qu'il n'y a pas que le capitalisme, qu'il y a peut-être d'autres modèles économiques qu'on pourrait trouver ailleurs, voire dans des sociétés traditionnelles africaines, hein, c'est la thèse que je défends dans mon bouquin, L'Afrique au secours de l'Occident, et que de ce point de vue-là, si on trouvait des modes économiques plus coopératifs, plus solidaires, on n'en aurait plus rien à faire de rester dans le G7, puisqu'on aurait trouvé des modes de prospérité complètement différents des modèles dominants, notamment des modèles capitalistes. Et ça aussi, c'est possible, ça nécessite... Je vous recommande l'article de mon collègue Renaud Lambert dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, justement, qui réfléchit à des scénarios économiques alternatifs. Ah, voilà, en vente à la sortie de la salle. Très bien, Dany. Voilà. Alors, sur la question des solutions de rechange, alors c'est vrai, je suis allé un peu au bazooka. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis inquiète. Je suis inquiète.
Mais je ne suis pas pessimiste. Je suis inquiète parce qu'on a une classe dirigeante qui devrait donner des cours d'aveuglement. Je crois que depuis l'aveuglement de la classe dirigeante française, toute tendance confondue, droite comme gauche, ça me rappelle les soviétiques les dernières années. Vous vous souvenez, Léonid Brejnev lui disait « Ouais, toi bien, le système soviétique, ça marche pas, les gens font la queue dans les boulangeries, tout ça. » Il disait « C'est parce qu'on n'a pas été assez soviétique. Il faut être encore plus soviétique, après ça ira bien. » La classe dirigeante actuelle, elle est aussi aveugle que les soviétiques de l'époque. C'est parce qu'on n'a pas été assez libéraux que ça ne va pas. Donc il faut être encore plus libéraux, etc. Donc ça, c'est le côté « je suis inquiète ». Parce que voilà, cette classe dirigeante, elle est... Jean-Michel Quatrepoint dit qu'il faudra, quand on prendra le pouvoir, qu'on limoge au moins 5000 cadres. Je ne sais pas pourquoi il dit 5000, pourquoi pas 10 000, pourquoi j'en sais rien. Bon, limoger, il n'est pas question de rétablir la peine de mort, je suis contre. Encore qu'il ne faudra pas nous pousser. Non, je plaisante. Je reste contre il y en a qui me regardent d'un air inquiet. Non, je suis contre la peine de mort. Je suis pour le règlement pacifique des différends. Pourquoi je suis optimiste? Parce que, comme je commençais à vous le dire, je trouve que les Français sont d'une très grande résistance. Je vais essayer d'être un peu précise. On a quand même eu, le 29 mai 2005, souvenez-vous, référendum sur le traité européen. Sujet hyper compliqué, je faisais beaucoup de conférences à l'époque. La France entière se mobilise, taux de participation très élevé, 55% de non. Voilà un signe de résistance. Et c'est après un très beau débat. Pour moi, c'est un conte de Noël démocratique, ce débat. C'est ce qu'il faudrait faire. Si on avait des débats comme ça plus souvent, je pense qu'on aurait des résultats électoraux qui correspondraient un peu plus à ce qu'on pense. Alors le problème qu'on a, c'est que notre appareillage institutionnel, la Constitution de la Ve République, pour faire court, ne permet plus au peuple français d'élire des dirigeants qui lui ressemblent. C'est-à-dire qu'on a, depuis des années, des gens qui sortent des urnes qui ne sont pas représentatifs. Souvenez-vous, le 29 mai 2005, c'est très emblématique de ça. 55% des Français votent non, 96% des élus avaient voté oui. Mais avec nos institutions merveilleuses, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire le président de la République n'a pas démissionné. L'Assemblée nationale n'a pas été dissoute, c'était le minimum, parce que c'est quand même une crise démocratique. Non. Il ne s'est rien passé. Ça, c'est un problème culturel aussi. Et j'imagine que certains dans cette salle sont de gauche. La gauche a aggravé la situation. Malheureusement, en voulant jouer le jeu de l'élection présidentielle en 2007, souvenez-vous la pathétique aventure du candidat du nom de gauche. On s'est retrouvé avec 2 candidats finalement, je crois Marie-Georges Buffet et José Bové. Peut-être, je ne sais plus. Enfin, ils ont réussi l'exploit de ramener 55% de non à 3%. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jouer le jeu des institutions. Donc l'un des problèmes majeurs auxquels qui me semble, auquel la France est confrontée, c'est le verrou de nos institutions. Alors, souvent quand je dis ça, on me dit ouais, les institutions, c'est un problème technique, c'est des solutions bourgeoises. J'ai même des copains d'extrême gauche qui me disent mais il n'y a que la lutte des classes. Bon, oui, c'est vrai, je pense que la lutte des classes est une réalité, d'ailleurs on la voit sous nos yeux. Mais ça n'empêche que il y a aussi la question politique et il y a aussi les institutions. Et que nos institutions ont établi un verrou qui est, j'allais dire, la cause d'une grande partie de nos malheurs. Mais là encore, le peuple français, auquel va mon admiration, j'en fais partie, donc je m'admire moi-même, c'est bien de s'admirer soi-même, surtout en ce moment, continue d'envoyer des signes de résistance. On a eu le 21 avril 2002, souvenez-vous, avec Lionel Jospin, candidat de la gauche, qui commet l'erreur de jouer le 2e tour avant d'avoir gagné le 1er. Il nous manque bien celui-là. Et puis on a Jean-Marie Le Pen au 2e tour, et là, la France en procession, battant sa coulpe, vote Jacques Chirac. Mais c'est un signe, les électeurs ont dit, on en a ras-le-bol, ils n'ont pas voté pour Jospin. Et après, ils se sont rendus compte que ça déconnait un peu, ils sont allés voter massivement pour Jacques Chirac. Bon. Mais c'est des signes qu'envoient les électeurs. On n'est pas content, mais on n'est pas facho. Moi, j'ai traduit ça comme ça. On n'est pas content, mais on n'est pas facho. C'est important de dire ça en ce moment, parce que les autres peuples, c'est pas ça qu'ils disent.
Ils disent on n'est pas content et on est facho. Donc il faut qu'on s'écoute, nous les Français. Et alors, moi j'ai une analyse que je... Mais je fais des réponses trop longues, Dany. Mais si je reste assis, je vais m'endormir. J'ai une analyse du scrutin de 2017. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. On a eu, je crois, pour la première fois dans l'histoire de cette présidentielle, moi je suis contre l'élection présidentielle. Hein. Je pense que c'est une élection avilissante pour le peuple, qui transforme les électeurs en supporters, qui personnalise les débats, qui réduit les questions à des enjeux de personnes. C'est une honte pour la démocratie. Là, les électeurs, encore signe de résistance. On a eu pour la première fois 4 candidats dans un mouchoir de poche, littéralement dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire les Français ont dit l'offre ne nous convient pas, mais on ne veut pas choisir. Et en particulier, on ne veut pas choisir la facho. Mais les autres ne nous conviennent pas non plus. C'est une interprétation qui, à mon avis, n'a pas été assez faite. Les Français contestent le système, ils vont voter quand même parce qu'ils sont démocrates. Alors le problème, c'est qu'il y a un théorème que mon co-auteur André Bellon appelle le théorème Bellon, de son nom. C'est un ancien parlementaire socialiste repenti, qui est que dans une élection, il y a toujours un élu. Et donc même si l'offre est nulle, il y a quand même un élu. Et là, l'offre était nulle et on a eu un élu, Emmanuel Macron. Mais qui a été extrêmement mal élu. Il n'a fait que 18% des inscrits au premier tour. Et au second tour, il ne fait même pas 48% des inscrits. Donc il n'est pas majoritaire, Manu. Il n'a même pas 48% des inscrits face à Marine Le Pen, donc face au Front National, et une Marine Le Pen qui n'était pas au mieux de sa forme quand même. Donc même dans un contexte comme ça, les Français manifestent de la résistance. Mais combien de temps vont-ils tenir ? Combien de temps vont-ils tenir ? Donc les solutions, je vois monsieur qui commence à s'endormir. Il y a une solution, à mon avis, urgente, c'est d'exiger dans les plus brefs délais l'élection d'une assemblée constituante en France. Parce que tout indique, depuis le 29 mai 2005, que quand on pose une question intelligente aux électeurs français, ils y répondent de manière intelligente. Et qu'aujourd'hui, nos institutions sont en panne, et qu'elles étouffent tout, et qu'on a besoin d'air. Et l'une des manières de redonner de l'air, c'est d'élire une assemblée constituante, qui, par définition, évitera les questions personnelles, puisqu'on sera obligé d'élire les gens sur ce qu'ils pensent sur les institutions. Mais quand j'ai une assemblée constituante, ce n'est pas uniquement des procédures, des débats sur les procédures, c'est tout. Le rôle des partis politiques, le mode de scrutin, les engagements internationaux de la France, les engagements européens. Moi, je ne sais pas si on posait la question aux Français, ce qu'ils diraient. Peut-être qu'ils confirmeraient l'engagement européen, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'on ne leur pose pas vraiment la question. En 2005, ils ont dit non au traité constitutionnel, mais ils n'ont pas forcément dit non à l'Europe. Mais avec nos institutions, on ne peut pas savoir ce que pensent les Français. On ne sait pas aujourd'hui ce que pensent les Français sur rien. Mais ça n'empêche pas la classe dirigeante de prendre sans arrêt des décisions en notre nom, qui en plus sont des décisions catastrophiques. J'ai la faiblesse de penser que si on avait des institutions représentatives, ça irait beaucoup mieux. C'est pour ça que je mets au premier rang des priorités, et j'ai créé une association pour ça, qui s'appelle l'Association pour une Constituante, on l'a créée après le 29 mai 2005, qui fonctionne de manière complètement décentralisée, les gens s'auto-organisent dans les provinces, qui exige donc l'élection dans les plus brefs délais d'une assemblée constituante en France pour remettre les dés dans le gobelet, si vous voulez. Dans le même temps, il faut absolument continuer ce qu'on fait ce soir, à papoter, discuter, parce que ce que je pense, moi, c'est que ça va péter. Et que ça va péter très violent. Et si, d'ailleurs, on est déjà dans un bain de violence. Il y a les Black Blocs, il y a l'extrême droite qui se reconstitue, ils viennent même d'Europe centrale maintenant, il y a les terroristes, etc. Donc on va à la violence. Il y a la violence policière, les chiens ne font pas des chats, et puis il y a la violence sociale. Je veux dire, une société qui est violentée comme l'est la société française, comme disait Lénine, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de crimes. Donc on y va vers la violence. Donc le rôle qu'on a, nous, parce que ça ne viendra pas de la classe dirigeante, le rôle qu'on a, nous, citoyens, c'est de nous former pour être dans la rue au moment où ça va péter. Pour pouvoir parler et dire aux gens, non, c'est pas là qu'il faut taper, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut venir débattre, il faut venir construire des solutions collectives, il faut prendre la mairie d'Aix, il faut aller... voilà. Il faut qu'on soit là
pour diffuser des idées et dire aux gens... Parce que la force de la classe dirigeante, c'est de faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution de rechange, alors qu'on n'a que ça, des idées. Il y en a plein. On en a des pleins camions, on en a des pleins trains d'idées. Donc on n'est pas en mal d'idées, mais on est en mal de cadre pour les porter. Donc notre rôle en tant que citoyen, c'est pour ça que j'adore ce genre de conférence, c'est de se passer l'info et de s'auto-former les uns les autres. Pour qu'on soit prêt, au moment où ça va péter, à encadrer, un peu comme l'école polytechnique en 1830. En 1830, vous savez, le Paris s'est soulevé contre... C'était qui déjà? C'est Charles X? C'était Charles X. Et ils allaient tous se faire massacrer. Donc l'école polytechnique est une école militaire, les élèves se sont réunis et ils ont voté d'aller encadrer les ouvriers pour éviter qu'ils se fassent buter. C'est formidable, on ne se souvient pas de ça. Les polytechniciens sont descendus en uniforme avec leurs sabres et ils ont encadré les ouvriers pour éviter qu'ils se fassent tuer par les armées de Charles X. C'est ça qu'il faut faire ensemble. Voilà, il y a un grand leader de gauche qui dit je marche devant le peuple. Non, on n'a pas besoin de leader. On n'a pas besoin de guide. Moi, je pense que le peuple français a besoin qu'on marche à côté de lui. Il a besoin qu'on l'accompagne. C'est très bien ce qu'il fait le peuple français quand on le laisse parler. Donc il n'y a pas besoin de guide, kein Führer, bitte. Hein, non, c'est pour des plaisantes. I am plaisanting. On a besoin qu'on l'accompagne. Et c'est notre rôle à tous. À ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a des... Voilà. Monsieur quitte la salle avec sa délégation. Oui. J'ai lu dans Le Monde il y a un petit peu plus d'un mois un article de Michel Serres. L'article s'intitulait « C'était mieux avant, demain ça pourrait être pire ». Alors il proposait 3 thèmes. Le premier, la démocratie, il a vécu Hitler, Mussolini, etc. Le deuxième, c'est la sécurité, donc il dit qu'il n'a pas vécu de guerre depuis. Et le troisième, c'était la santé. Alors, est-ce qu'il s'est planté ou pas? Un petit commentaire peut-être de votre part. Oui, bonsoir. Par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur la mobilisation populaire, je dirais, il y a eu une consultation citoyenne au niveau européen, je crois dans tous les pays européens. Est-ce que... Alors, je ne sais pas si cette consultation a été beaucoup suivie et beaucoup... personnellement, j'ai répondu à la consultation. Je ne sais pas si ça a été quelque chose qui est terminé et qu'est-ce que ça donnera. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Merci. Et on va prendre encore 4 questions. Vous traversez l'Atlantique, je peux bien rester là. Merci. Oui, merci pour cette conférence. Et je voulais demander, est-ce que la France n'a pas un grand potentiel et est-ce qu'on ne le gâche pas dans des grandes dépenses inutiles finalement? Bonsoir, merci beaucoup. Alors moi je voulais juste revenir sur le fait que vous disiez que pour vous la France, les Français n'étaient pas fascistes. Pardon. Vous disiez que les Français n'étaient pas fascistes. Moi je commence à avoir quand même quelques doutes quand on regarde un petit peu, ne serait-ce que les dernières interventions par exemple d'Éric Zemmour à la télévision où il a quand même vendu plus de 500 000 exemplaires. Sur une France qui n'est pas fasciste, je trouve que c'est quand même énorme. Et surtout avec les dernières élections et surtout depuis la confrontation Chirac-Le Pen, on a toujours vu depuis cette période-là le Front National qui était vraiment très important au niveau politique. Et je pense que pour revenir là-dessus, le Front National, enfin le Rassemblement National comme ils veulent l'appeler, n'est pas un parti qui veut le pouvoir, ils veulent être juste là pour pouvoir donner le pouvoir aux autres, à la droite, à la gauche, peu importe comment, enfin ni de droite ni de gauche, comme ils veulent. Mais je pense que c'est juste un outil du pouvoir justement. Alors juste par rapport à une autre question,
on n'a pas beaucoup, enfin je ne vous ai pas du tout entendu parler d'environnement. Et je pense que c'est quand même la clé qui pourra demain, je pense, faire évoluer la France et le monde entier du coup. Sachant qu'on a eu un gouvernement avec Emmanuel Macron où on a eu pour la première fois un Premier ministre qui était vraiment écolo et qui est parti les larmes aux yeux. Et je trouve que c'est quand même hallucinant de voir ça en 2018. Quelqu'un vraiment d'écolo qui était ministre, qui avait soi-disant du pouvoir et qui est parti en pleurant. Voilà. Enfin, c'était juste ma petite remarque par rapport à ça. Merci. Bon, là encore, fastoche. Non, il y aurait... Ah bah oui, c'est sûr ça. Il y aurait matière à faire plusieurs conférences. Bon, évidemment, je ne vais pas avoir l'outrecuidance, même si je suis complètement mégalo-woman, de critiquer Michel Serres. Mais sur le premier point, je suis évidemment d'accord avec lui. La démocratie, c'est l'enjeu majeur d'aujourd'hui. Ça paraît un peu tartouille de dire ça. Notamment dans certains milieux de gauche que je fréquente, parce qu'on a grandi on a évolué depuis des années sur l'idée qu'il y avait eu une révolution politique démocratique en 1789 et qui restait en fait à faire la révolution sociale. Et on nous parlait souvent notamment de 1793. Mais en fait, aujourd'hui, l'analyse que je fais, moi, et que je peux partager avec vous, c'est qu'il faut refaire 1789 aujourd'hui. La démocratie est un élément central parce qu'on a une classe dirigeante, et Madame parlait des consultations citoyennes, c'est typique de ça, qui ne croit plus à la démocratie et même qui est franchement hostile à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a une classe dirigeante déjà qui se permet de ne pas respecter le suffrage populaire. On a eu le 29 mai 2005 quand même, c'est un coup d'État juridique. Hein, le peuple s'exprime, ses représentants ne respectent pas sa volonté. Et la plupart des discours, c'est quand on critique par exemple le gouvernement, la plupart des discours tiennent à dire bon, on n'a pas assez communiqué. Hein, Emmanuel Macron, après sa chute dans les sondages, a changé son équipe de communication. C'est exactement ce qu'on attendait. Et il y a tendance dans la classe dirigeante, ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison, ça s'appelle le dogmatisme, ça, que quand les électeurs les sanctionnent dans les urnes, c'est forcément les électeurs qui ont tort. Hein. Donc, dans certains pays, on fait revoter les gens jusqu'à ce qu'ils votent bien, en Irlande, etc. Nous, on nous refait, c'est un peu plus subtil, mais ça revient à ça. Et c'est là que ça rejoint le débat sur l'Union européenne. L'Union européenne est symptomatique de ces systèmes qui ne sont pas démocratiques. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, vous avez régulièrement des élections. Il y a les élections pour le Parlement européen en mai prochain. Mais la réalité du pouvoir européen ne dépend pas des élections. C'est-à-dire que le Parlement européen n'est pas l'institution la plus forte. L'institution la plus forte, c'est la Commission européenne et le Conseil des ministres de l'Union européenne, si vous voulez. Donc dans l'Union européenne, la réalité du pouvoir n'est pas exercée par des institutions élues. C'est-à-dire qu'il est exercé par des institutions qui procèdent d'une autre légitimité, notamment la légitimité par l'expertise, c'est le cas de la Commission européenne, la légitimité par les marchés, qu'il ne faut pas effrayer. Et donc le suffrage universel n'est qu'un des éléments parmi d'autres. Ce qui vous explique pourquoi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré qu'il n'existe pas de démocratie contre les traités régulièrement ratifiés. Parce qu'effectivement, pour lui, la démocratie, c'est un truc parmi d'autres, mais le pouvoir peut très bien procéder d'autre chose. Mais si on y réfléchit bien, depuis le XVIIIe siècle, c'est la première fois que les Occidentaux construisent un pouvoir politique qui n'est pas assis sur le suffrage universel. C'est la première fois qu'on construit un pouvoir politique, et quel pouvoir politique, parce que l'Union européenne s'occupe d'énormément de choses maintenant, qui ne dépend pas de la démocratie. C'est ce qu'ils appellent la gouvernance. C'est un mot que je n'emploie jamais, moi, la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est la démocratie sans peuple, mais dans laquelle, Madame a raison de le signaler, on fait des consultations. On fait des consultations citoyennes, mais qui ne changent rien. Parce qu'on nous consulte, mais on ne nous écoute pas. On nous consulte, mais ce n'est pas forcément sur les sujets importants.
L'autre matin, j'ai failli tomber de ma chaise en prenant mon café. J'entends Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'exclamer « Il serait inadmissible qu'on ne prenne pas en compte la volonté des citoyens européens ». Je me dis « Ils vont nous refaire voter sur Lisbonne et tout ça ?» Non, ils voulaient nous faire voter sur le changement d'heure d'hiver. Et là, il était choqué qu'on ne nous écoute pas. Donc voilà, les consultations citoyennes, c'est ça. On nous fait voter sur des trucs périphériques, mais les engagements économiques, l'euro, tout ça, c'est les experts entre eux. Donc la bataille, ce que je veux dire par là, c'est que la bataille qu'on a menée au XVIIIe siècle avec les Lumières, il faut à nouveau la mener aujourd'hui. L'idée démocratique est minoritaire dans la classe dirigeante aujourd'hui. Tous leurs discours visent à légitimer des formes de pouvoir qui ne procèdent pas des urnes. Et quand on se trompe, ils disent qu'on ne comprend rien, qu'on a mal voté, qu'il faudrait nous expliquer, etc. Et c'est pour ça que les Anglais font quelque chose d'assez étonnant. Quoi qu'on pense du Brexit, ils respectent la vie de leur peuple. C'est assez étonnant, on ne sait pas jusqu'où ça va aller d'ailleurs, mais j'observe ça avec assez d'admiration. Je ne discute pas du fond s'il faut faire le Brexit ou pas, hein, pas le sujet. Mais voilà un pays qui respecte le suffrage. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre système possible que la démocratie. Tous les autres, on les a essayés, ça ne marche pas. Le système le plus intelligent, le plus prudent, c'est la démocratie. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça non plus. Donc voilà. Alors, oui, la question sur le potentiel. Oui, la France a un énorme potentiel. On a dans tout un tas de secteurs, potentiel économique, éducatif, on a de très bons ingénieurs. C'est pour ça qu'on continue à avoir de bonnes infrastructures. Donc effectivement, on a un potentiel, il ne faut pas croire le discours défaitiste de la classe dirigeante. Alors la question sur le fascisme, c'est vrai, je m'exprime un peu vite. Bien sûr qu'il y a des fachos en France, il y en a toujours eu. Mais la France, à mon avis, c'est un débat qu'on pourrait avoir aussi dans une autre conférence, la France n'est à mon avis pas structurellement fasciste. Ce qui à mon avis n'est pas le cas des États-Unis et pas le cas de l'Allemagne. Ce sont deux pays à mon avis structurellement racistes. En France, il y a du racisme, il y a du fascisme, ça c'est vrai. On le constate malheureusement. Hein. Mais la société française n'est pas structurellement raciste. C'est pour ça qu'on a toujours eu, par exemple, le taux de mariage mixte le plus élevé du monde occidental. Si on était raciste, on ne pourrait pas imaginer ces mariages mixtes qu'on fait depuis très longtemps. Toutes classes sociales confondues, les blancs, les noirs, les moins blancs, tout ça on se mélange depuis toujours. Ça ne remonte même pas à la République, ça remonte à la monarchie. Déjà sous Louis XIV, vous aviez une aristocratie métissée. Ça, c'est culturel. Et ce qui s'est passé le soir de la victoire du foot, qu'à l'étranger, ils n'ont pas compris parce que c'est des racistes. Moi, j'étais en Autriche le soir de la victoire. Je vais vous montrer ce que c'est que des vrais fachos. Là, j'ai vu les racistes. Hein. C'était impensable pour eux, une équipe avec des noirs et des blancs. Mais impensable. Ils étaient dégoûtés, mais physiquement dégoûtés. Et alors, voir les images de Paris, de la France entière, avec tout le monde qui tombe dans les bras les uns des autres, pour eux, c'est insensé. Insensé que les Français puissent se mélanger, toutes couleurs confondues, c'est impensable pour eux. Mais je suis d'accord avec monsieur, on a un vrai danger, c'est que l'extrême droite fasciste est en train de capter le mécontentement, parce qu'elle est démagogue, et qu'elle est très douée en démagogie. Il nous raconte que Marine Le Pen est extraordinaire pour ça. Hein. Elle nous dit, si je suis élue, il n'y aura plus de terroristes. Ah non, c'était Marion Maréchal, ça, qui avait dit ça. Mais bon, c'est du même tonneau. Donc, c'est des démagos, ils racontent n'importe quoi. Mais ils sont d'autant plus puissants que la démocratie est molle. Marine Le Pen adore la Ve République. Elle trouve ça génial. Vous imaginez Marine Le Pen dans le fauteuil du président de la République? L'horreur. Hein. C'est aussi pour ça que je suis pour l'élection d'une assemblée constituante. C'est que le Front National n'est pas du tout préparé à ça. Sur les institutions, ils sont complètement nuls. Bon, leur modèle, c'est Bonaparte. Alors que nous, dans le camp progressiste, on a plein d'idées sur ce qu'il faudrait faire. Et les Français sont très politiques, ils adoreront discuter de ça. On va s'amuser comme des petits fous. On a besoin de s'amuser un peu. Hein. Et pas uniquement quand notre équipe gagne au foot. Même si ça, c'est bien. En plus, nos joueurs sont beaux. Alors, l'environnement, je m'en fous complètement. J'assume. Non, je plaisante. L'environnement, it is a very difficult problem. Non. On pourrait parler pendant des heures des questions d'environnement. Comme on n'a pas le temps et que je commence à m'endormir, je voudrais jeter dans le débat, et après je vais prendre la fuite, protégé par mes gardes du corps, dont Alexandre Benalla. Ce qui m'inquiète, moi, dans le discours sur l'environnement,
c'est le dogmatisme. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut sauver la planète. Franchement, il faudrait être complètement bringue-zingue pour dire le contraire. En revanche, je pense que ça mériterait un débat sur la manière dont on le fait. Ce que j'aime pas, moi, c'est le côté, il n'y a qu'une manière de faire. Et on nous assomme de rapports et de contre-rapports, et on ne peut jamais en discuter. Et de temps en temps, on s'aperçoit que les experts entre eux ne sont pas tout à fait d'accord sur les taux de trucs machin, les mesures à prendre. Donc il y a un côté, allez hop, j'y vais, il y a un côté totalitaire et dogmatique dans la manière dont on aborde les questions d'environnement qui m'inquiète. Et ce n'est pas un hasard si un certain discours environnemental porte l'idée d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire, sous prétexte qu'on a des problèmes mondiaux, il faudrait un gouvernement mondial. Mais pas forcément. Les problèmes mondiaux peuvent être résolus par des solutions internationales, c'est-à-dire par la coopération d'États souverains. Ça marche, la coopération d'États souverains. Ariane, la fusée Ariane, c'est Airbus, c'est de la coopération d'États souverains. Donc on nous vend aussi, avec l'environnement, un discours sur le gouvernement mondial qui est aussi cohérent avec la fin de la démocratie. D'ailleurs, cet été, il y a eu des interviews de philosophes qui disaient carrément ça. Il va falloir s'habituer à prendre des décisions contre la volonté des peuples pour sauver la planète. Donc il y a une espèce de truc, comme en plus on nous culpabilise, et qu'au lieu d'ennuyer les entreprises qui sont les plus gros pollueurs, on embête les gamins en leur disant de fermer le robinet quand ils se brossent les dents, ce qui est vrai par ailleurs, mais c'est quand même pas ça qui va sauver la planète. Donc j'aimerais bien qu'on ait un vrai débat sérieux sur l'environnement. Bien, je pense qu'on va respecter les décalages horaires de Anne-Cécile, et bien, on va s'arrêter là si vous voulez bien. En tout cas... Exigeant la démocratie. Donc l'association pour une constituante donc, a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On vient de lancer, vous trouvez le site facilement sur internet, association pour une constituante. On n'est lié à aucun parti politique, pour la simple et bonne raison qu'on ne croit pas à une solution à l'intérieur des institutions actuelles. Et on vient de lancer une pétition qui en quelques jours a quand même eu 800 signatures, ce qui pour nous est bien parce qu'on n'a aucun relais médiatique, et qui exige l'élection d'une assemblée constituante dans les plus brefs délais en France. L'idée, c'est que ce soit une assemblée constituante au plus près des citoyens élus dans les communes, pour éviter qu'on retrouve les mêmes guignols. Donc on est pour un système dans les communes à la proportionnelle, mais ça se discute, hein, sachant que la démocratie en France est née au Moyen-Âge dans les communes. C'est pour ça, d'ailleurs, que la classe dirigeante attaque les communes en ce moment. Hein. C'est une façon d'attaquer la démocratie. Les premiers éléments de démocratie dans les communes en France, ça remonte à Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny, tout ça, les rois maudits, vous vous souvenez. Donc c'est le plus ancien échelon de démocratie. C'est pour ça qu'ils l'attaquent en ce moment. Donc nous, on pense que l'Assemblée constituante devrait commencer à l'échelon communal, déjà pour que les citoyens s'auto-organisent sans qu'on leur explique la vie depuis Paris. Donc voilà. On mettra un lien sur la vidéo. Merci Anne-Cécile.